En général, quand on parle de pensée critique, on parle de deux choses. On parle de la pensée critique et de l'esprit critique. La pensée critique, c'est plutôt le côté, les outils de raisonnement, les outils logiques qu'on a à sa disposition pour comprendre un phénomène ou des faits, comprendre un discours, analyser un discours ou une pensée. Et c'est assez rationnel comme approche. En revanche, l'esprit critique, là, il s'agit plutôt d'attitudes qu'on adopte face à l'autre, dans l'écoute, dans la manière dont on questionne une personne pour, par exemple, euh, éclaircir des points, pour la manière dont on communique aussi, la manière dont on définit les termes qu'on utilise dans son argumentation. Euh, donc il y a vraiment ces deux pendants, le côté un peu logique rationnel et le côté un peu relationnel euh, et communication euh, comportementale, on va dire, c'est-à-dire la manière dont on se comporte avec les autres. Euh, donc tout le côté rationnel, ça c'est des choses qui se développent. Donc le côté pensée critique, c'est des choses qui se développent principalement en lisant, principalement en réfléchissant aussi, en essayant de comprendre les choses qu'on ne comprend pas, en cherchant des définitions, parce que souvent les mots ont plusieurs définitions, ont plusieurs significations selon les personnes qui peuvent le dire. Être conscient de cette multitude possible de significations est essentiel pour appréhender en fait toute forme de compréhension. Si on si on n'est pas capable euh, en fonction du contexte, en fonction de la personne qui parle, en fonction de dans quel contexte elle parle, euh, il faut être capable d'estimer quelle est la signification possible qu'il peut adopter. Et si on peut interagir avec la personne, et si on n'est pas dans la situation où on écoute un discours, on écoute une personne parler, lui poser la question, lui demander de définir les termes que la personne utilise. C'est le seul moyen euh, d'arriver à une compréhension progressivement qui soit satisfaisante. Euh, donc ça, c'est vraiment une attitude à adopter. Euh, alors, dans ces deux pendants-là, dans toutes les définitions que j'ai pu voir, il y a deux choses, moi, qui me semblent être un peu éludées. C'est en fait le rapport à la vérité et le rapport à soi. Alors, j'ai commencé par le rapport à la vérité. C'est que il s'agit en général, alors il y a plusieurs choses. Il s'agit en général de savoir déterminer. La pensée critique consisterait à savoir déterminer si quelque chose est vrai ou faux, ou à porter des jugements de valeur, ou à savoir si on est d'accord ou pas d'accord, savoir euh, si la personne nous ment ou pas. Euh, donc tout ça, c'est des choses assez rationnelles et assez binaires, assez dualistes. Euh, et en fait, je pense que chercher à déterminer si une chose est vraie ou pas, la recherche de la vérité est en fait un piège. Tout simplement un piège, euh, parce qu'en fait, on ne peut jamais vraiment être certain de la véracité des propos d'une personne, de la véracité de faits qui nous sont contés, et même de la véracité de faits que nous avons observés. C'est tout simplement impossible. Par contre, donc, on ne peut pas être sûr de la véracité est-ce que c'est vrai ou faux, 1 ou 0. Ça, c'est quasiment impossible. Et même le chercher, en fait, comment dire, l'attitude qu'on adopte en cherchant une vérité, euh, je pense que c'est un piège et que euh, comment dire, c'est
c'est le meilleur moyen en fait de se fourvoyer, de se créer une certitude, de se créer de figer quelque chose qui par essence a un degré d'incertitude. Euh, et donc c'est en fait un biais, quoi. C'est une manière de se tromper. En tout cas, de laisser la possibilité de se tromper. Euh, une attitude qu'on peut adopter pour contrecarrer ça, c'est de chercher plutôt à estimer les choses. Estimer si c'est plus ou moins vrai. Estimer si c'est plus ou moins plausible. Estimer. Donc, la différence entre une estimation, c'est que c'est pas une affirmation. Euh, enfin, différence entre estimation et affirmation et vérité, c'est une estimation, il y a une dose de probabilité, une dose de certitude qui c'est même pas important de dire par exemple c'est à 70% vrai, comment dire, d'avoir une estimation précise. C'est juste L'important c'est juste d'être conscient que il y a une dose d'incertitude. La seule constante dans tout ce qu'on observe, dans tout ce qu'on entend, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est qu'il y a de l'incertitude. C'est qu'on ne peut pas être sûr de la véracité de quoi que ce soit. Euh, ça commence juste par nos perceptions. Je ne sais plus qui disait, c'est qu'on hallucine la réalité. Euh, c'est des photons de lumière qui arrivent dans nos rétines, qui envoient des signaux à notre cerveau, qui l'interprètent. Et on a tous des hallucinations visuelles, il y a plein d'expériences dans le domaine. Enfin, je veux dire, et dans tous les cas, même si un événement qui est observé par deux personnes, un même événement factuel, je sais pas, une, euh, un arbre qui tombe, parce que la foule lui est tombée dessus, bah, les deux personnes, même s'ils sont juste l'un à côté de l'autre, ils n'auront pas le même point de vue, même s'il est séparé de, je sais pas, 20-30 cm. Ils n'auront pas la même façon de voir les couleurs, leur cerveau n'aura pas prêté attention aux mêmes choses, euh, et le point de focal exact qu'ils auront regardé ne sera pas exactement le même. Donc ça fait déjà beaucoup de différence. Euh, Ensuite, il y a tout le côté interprétation du cerveau, et alors là, ça devient infiniment complexe. C'est quelles sont les émotions qui ont pu être liées à ça? Quel est le rappel à d'autres souvenirs qui peut être lié à ce fait, à cet événement donc, qui a été observé? Euh, Quels sont les mots que la personne peut employer pour partager l'événement qu'elle a vécu? Euh, enfin bref, on peut continuer dans cette direction-là, mais l'important c'est de se rappeler que même nos perceptions ne sont pas des choses fiables. Euh, et, euh, et en fait, là, ce que j'essaie un peu de partager, c'est l'idée que euh, il vaut mieux accepter l'incertitude, accepter le fait que la vérité n'existe pas, que de chercher absolument à trouver une vérité, à ce que quelque chose soit vrai ou pas. Euh, Ça me semble infiniment plus sain et même plus simple en réalité. Euh, alors, c'est quelque chose qui n'est pas naturel et qui n'est pas enseigné, et c'est en grande partie culturel et linguistique. Euh, Culturel dans le sens où, dans la culture occidentale, on a bah, pas mal mis l'accent sur le dualisme et sur la catégorisation. Bon, la catégorisation, c'est un peu plus linguistique, mais c'est aussi logique et en fait, c'est des outils cognitifs dans le sens où c'est des manières d'appréhender euh, la signification pour créer du sens à partir de choses qu'on observe. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que le dualisme, le fait d'opposer les choses, corps et esprit, vrai et faux, euh,
C'est tout comme la catégorisation qui consiste plus à dire, en fait, à déterminer une catégorie en fonction de traits communs au sein de cette catégorie. En fait, il faut juste le considérer, ces choses-là, comme des outils cognitifs qui permettent déjà d'échanger, de communiquer, de mettre, d'identifier une partie d'un tout. Euh, et c'est essentiel en fait pour non seulement pour échanger, mais aussi pour sa propre pensée, pour cette chose-là sans forme qu'on peut voir mais qu'on ne sait pas nommer. Maintenant, on peut la nommer. Maintenant, on peut penser au sujet de cette chose et on peut parler de cette chose. Euh, Notamment sur tout ce qui est abstrait en fait. En fait, les catégories, c'est des abstractions. Euh, c'est aussi, en fait, et ça s'est avéré très utile, par exemple en sociologie, pour identifier des catégories de population, essayer de déterminer des habitudes de comportement par rapport à tel ou tel. Enfin bref, ça a tout un tas d'utilités. Le problème, c'est que cette habitude de catégoriser, cette habitude d'opposer les choses avec une dualité, euh, c'est que ça crée l'habitude d'avoir un raisonnement qui soit assez figé. Pas figé, c'est pas le bon terme. Bah, en sémantique générale, Korzybski parlait de raisonnement primitif, euh, dans le sens où c'est des raisonnements qui ont leurs limites et qui sont primitifs dans le sens vieux, il ne faut pas le voir dans le sens péjoratif du terme, et que ces raisonnements peuvent être raffinés. Euh, Par exemple, la dualité, la manière dont on peut le raffiner, c'est en parlant plutôt que de vrai ou faux, de parler et de parler d'affirmation, parler plutôt d'estimation. Euh, pour ça, il peut y avoir deux formes d'estimation. On peut parler d'estimation qualitative et quantitative. Quantitative, ce sera plus, est-ce que c'est plus ou moins vrai? Est-ce que c'est plus ou moins plausible? Et on peut, à la louche, estimer un pourcentage euh, et ce pourcentage-là, bien sûr, doit être mobile. Si on estime que c'est 78% de chances que ce soit vrai et que ce chiffre-là ne change pas, en fait, c'est la même chose que de se dire c'est vrai ou faux. Et en fait, l'estimation n'est pas importante. C'est pas comment dire c'est pas le chiffre qui est important, c'est le fait d'avoir une estimation et donc pas quelque chose qui soit et pas non pas une affirmation et que cette estimation puisse être remise en question constamment par l'apparition de nouvelles données qui peuvent changer notre estimation à l'égard d'un phénomène, un événement, des faits qui nous sont comptés, un discours, un raisonnement logique. Ça s'applique sur à peu près tout. Euh, Quant à la catégorisation, en fait, c'est intéressant, c'est un outil qui est essentiel enfin, qu'on nous apprend dès l'enfance, euh, mais c'est aussi un outil, enfin je le vois comme un outil, j'appelle ça un outil, mais c'est aussi un genre de biais cognitif parce que enfin, c'est le biais de généralisation, c'est-à-dire que une personne tombe enfin, voit une catégorie, euh, comment dire, voit certains traits se reproduire sur un faible échantillon d'une catégorie qu'il a vue. Un exemple à la con, hein, le racisme, c'est exactement ça, c'est un biais de généralisation. Le gars dans son patelin, il a regardé la télé, il regarde la télé, il voit, surtout en ce moment avec la propagande de débile qu'il y a à la télé ou dans pas mal de médias, il voit, oh là là, il y a telle personne de telle couleur de peau, de telle culture qui fait des trucs dégueulasses. Ah bah ils sont tous comme ça. Bah ouais, c'est ça le racisme et c'est un biais cognitif et ça vient de la catégorisation. Et
Et donc ça, la catégorisation, à la base, c'est quand même un outil cognitif majeur et essentiel et super important. Par contre, c'est très dangereux de tomber dans ce genre de biais. Et pour éviter ça, en fait, c'est juste être conscient que la catégorisation, c'est juste un outil qui nous permet d'appréhender la complexité en la découpant en morceaux. Ça n'est que ça. Mais par contre, ça ne donne pas comment dire, ça ne permet pas de comprendre le tout. Ça permet de juste de comprendre un morceau du tout. Euh, Korzybski a dans son essai qui explique le mieux la sémantique générale, le titre c'est Une carte n'est pas le territoire. Et c'est exactement ça. C'est les catégories, c'est tenter de créer une carte sémantique du monde. Mais par contre, ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le monde, ce n'est pas. Donc et une carte est toujours une représentation. Ce n'est pas. On peut pas. Il faut pas confondre une représentation de quelque chose avec la chose. Euh, et donc oui. Donc cette idée-là d'incertitude, moi j'appelle ça cette idée d'embrasser l'incertitude, de faire des estimations au lieu d'affirmations. Euh, J'appelle ça la pensée critique volatile. Dans le sens volatile, c'est quelque chose qui peut rapidement retourner à l'état gazeux, donc qui n'est pas figé, ça peut être donc ce n'est pas solide. Euh, ah, euh, donc ouais, un- une chose qui peut paraître contre-intuitive avec le fait de faire des estimations, c'est qu'en fait, pour construire un raisonnement, il y a besoin d'un minimum de certitude. Il y a besoin de construire enfin, d'avoir une construction mentale. Et cette chose-là a besoin d'être un minimum solide, d'avoir des bases, des fondations solides. Euh, et bien en fait non. C'est juste une question de c'est juste la manière dont les choses nous sont enseignées depuis l'enfance qui crée cette dépendance à des certitudes. Euh, mais pour autant, je veux dire, et c'est plus simple. Très clairement, enfin, je pense que c'est plus simple d'estimer qu'un truc, enfin, de, c'est moi qui ai un billet maintenant. C'est plus simple d'avoir des choses simples, inamovibles, sur lesquelles s'appuyer euh, pour construire sa réalité. Mais le problème, c'est que ça crée une distance entre le monde et soi. Ça crée des attentes vis-à-vis du monde. Parce que si on a une vue, une vision du monde qui est euh, figée en sorte, bah, quand le monde euh, quand le monde, quand je dis le monde, c'est l'autre, c'est les autres personnes, c'est ce qui peut se passer dans notre vie, c'est comment fonctionne la société, c'est un peu tout ça, quoi. Quand il ne fonctionne pas comme on l'attendrait, ben c'est douloureux, ça remet en question plein de choses euh, et ouais, ça crée une distance entre soi et le monde, quoi. Et ça, en fait, c'est oui, on nous apprend euh, dès l'enfance, en fait, rien que la manière dont l'école est formulée, mais aussi l'éducation de manière générale, que ce soit par les parents, c'est toujours par l'autorité. C'est-à-dire que une personne dit que c'est comme ça, donc c'est comme ça. Euh, des figures d'autorité, euh, donc, en fait, on nous apprend, on force dès le plus jeune âge à avoir une vision de la réalité qui est figée, une vision
comment dire, une compréhension du monde qui soit dualiste, qui soit et ce qui, à mon sens, est extrêmement, extrêmement nocif et toxique, parce que ça aussi, ça sera encore tout un autre sujet, mais ça crée la docilité, ça crée parce que quand on accepte depuis la plus tendre enfance que quelque figure d'autorité que ce soit, le maître, de manière générale, euh, que quand il dit quelque chose, cette chose est vraie et ne peut pas être remise en question, bah, absolument tout. Enfin, je veux dire, c'est un putain de conditionnement à se soumettre à tout type d'autorité, quelle qu'elle soit et quelle que soit l'application. Soumettre à. Enfin, c'est extrêmement toxique. Et je veux dire, il n'y a rien d'essentiel à cette manière de. Il n'y a rien de nécessaire, je veux dire, à cette approche pour la transmission du savoir. C'est juste que c'est juste, comment dire, quelque chose de culturel qui perdure depuis des milliers et des milliers d'années sans aucun choix conscient de la quasi-majorité euh, de la population. Euh, et bref, ouais. Donc ce conditionnement-là, depuis la plus tendre enfance, fige en croyances, fige les pensées, limite l'étendue des possibilités dans la tête de chacun. Et et il y a une notion qui permet de comprendre ça, mais qui est plus euh, en fait, quand on est enfant, on a tous tous les gamins sont plus ou moins créatifs. Ils imaginent des mondes, ils imaginent des univers, ils imaginent des jeux, ils ont des amis imaginaires. Donc ils vivent comment dire, leur sens de la réalité, leur sens euh, est très souple, est très élastique, très volatile. Et petit à petit, en fait, bah, il se perd. Sauf pour certaines personnes. Il y a des personnes qui restent créatives, bon gré mal gré en général, mais il y a des personnes qui restent assez, oui, assez créatives, qui imaginent des choses et qui gardent en fait leur esprit d'enfant. Malgré la machine à broyer les esprits euh, qui est l'école, qui est la société même dans son ensemble, avec toute la pression sémantique, la pression logique à perdre en fait, à ne plus être un enfant et à devenir adulte et soumis et à se contraindre à rentrer dans une case. Euh, et donc il y a une notion qui permet d'expliquer ça. En fait, c'est des expériences en psychologie qui essaient de comprendre la pensée créative. Ils ont déterminé qu'il y avait une pensée convergente et une pensée divergente. La pensée convergente, c'est la pensée plutôt rationnelle qui va chercher à comprendre les choses, à trouver une solution à un problème qui va. Donc c'est vraiment ouais, le côté rationnel, dualiste, euh, une explication, on va chercher du vrai, du dur, et, euh, et en général, donc en général, c'est ce qui permet de comprendre que il y a certaines personnes, ils ont besoin d'avoir une explication à, à un phénomène. Euh, il y a un mot qui est sympa pour ça, c'est la monocausotaxophilie. C'est l'attrait des explications simples pour les choses complexes. C'est en gros, ouais, l'économie c'est le bordel. Ah bah tiens, un bon exemple de connard, c'est le bordel en France, c'est à cause des immigrés. Alors là, on est exactement dans la monocausotaxophilie et dans la pensée convergente. C'est-à-dire que il y a un problème complexe qui est les difficultés en France. Alors déjà, c'est vachement vaste. euh, et c'est trouver une raison à un problème complexe.
qui explique tout le reste, hein. Je veux dire, donc ça, c'est vraiment de la pensée magique incroyable. Je vous dirai pas c'est quoi les les raisons, c'est certainement pas les émigrés. Faut plutôt aller chercher du côté de où est l'argent et comment est créé l'argent. Mais bon, c'est un autre sujet. Et qu'est-ce que l'argent? Une bonne question à se poser aussi. Euh, mais je digresse. Donc je parlais de oui, de pensée convergente et divergente. Donc il y a la pensée convergente, une pensée assez, oui, une pensée solide, on va dire, qui cherche à figer les choses. Alors c'est utile, hein, c'est utile, mais c'est assez limite aussi. Et la pensée divergente, c'est plutôt la pensée créative, où en fait on va une pensée qui va euh, essayer de trouver plusieurs solutions à un problème plutôt qu'une seule, qui va chercher à trouver plusieurs causes à un problème, qui va aussi faire de la transversalité. Euh, Par exemple, en fait, c'est un peu aussi le processus de création. C'est quand euh, par exemple, on est allé à un concert, on a écouté une musique euh, qui nous a fait voyager, ou on a été au théâtre et on a vu quelque chose qui nous a un peu bousculé, qui nous a fait rire ou quoi. En fait, ça peut après se traduire, ça peut, il y a une porosité avec par exemple, ça peut se traduire par une écriture, par des pensées, une pensée nouvelle, une appréhension nouvelle de quelque chose. Et donc c'est ça en fait la pensée créative et la pensée divergente. C'est vraiment la capacité en fait de, de, de laisser ouvert le champ des possibles et de ne pas restreindre, de ne pas chercher de vérité, ne pas chercher d'absolu. C'est plutôt ouais, d'avoir quelque chose d'assez ouvert. Et donc ces deux notions-là, pensée convergente, divergente, permettent un peu d'illustrer, de comprendre. Euh, En fait, ça rejoint ce que je disais sur la dualité, le, euh, la dualité et la catégorisation, et encore plutôt sur la pensée critique et et la pensée critique et l'esprit critique. C'est que d'une part, il faut maîtriser certains outils, des outils logiques, des outils intellectuels, des outils cognitifs, pour comprendre le discours, pour comprendre la société. Euh, la société et tous les éléments qui la composent, bien sûr, puisque la société en soi, c'est pas quelque chose qui existe, c'est juste une abstraction. Quand on parle de système ou de société, il faut juste voir ça comme une abstraction, comme une manière de parler d'une chose. Mais cette chose-là est extrêmement complexe et composée de plein d'autres abstractions qu'on peut nommer et étudier en soi. Euh, et c'est l'ensemble des interactions entre ces différentes abstractions qu'on peut analyser, qui nous permettent de vaguement comprendre un système. Euh, et donc oui, ça rejoint cette idée-là de pensée critique et esprit critique. C'est que d'une part, oui, il faut maîtriser tout le côté rationnel, logique, qui nous permet d'apprendre la réalité, mais il faut aussi conserver un état d'esprit d'enfant, un état d'esprit de personne qui apprend et qui ne sait pas et qui découvre, et pas une personne qui cherche absolument une confirmation, qui cherche une vérité, qui cherche une explication. Il faut chercher des explications possibles et non pas figées. Rester souple, euh, rester fluide, volatile. C'est et ça, c'est quelque chose que j'ai pas trop vu dans les définitions de la pensée critique. En général, il y a un côté très très logique et euh, comment dire, oui, dualiste. Est-ce que c'est vrai ou pas? Euh, Vraiment, l'attitude que je pense la plus saine et même la plus simple à adopter, c'est juste qu'est-ce qu'on s'en fout que ce soit vrai ou pas, quoi. C'est la réalité, la vérité autour d'un sujet.
justement, donc ça va être encore une petite digression, mais c'est quelque chose que je pense assez important, c'est tout ce qui est attrait au complotisme. Euh, alors, en général, enfin, quand on parle de complotiste, alors il y a différentes. Un complotiste, il y a plusieurs. Moi, je distinguerais deux choses. Il y a le complotiste qui va. Euh, En fait, il y a les personnes qui vont affirmer que un truc à la con s'est passé ou s'est pas passé. Affirmer que un tel complot est avéré ou machin. Euh, et il y a un décalage avec les médias mainstream et l'acceptation, enfin le consensus général de la population. Donc ça, c'est en fait une catégorie de personnes, les complotistes comme on peut les appeler, qui euh, estiment qu'une chose est vraie alors que la majorité de la population estime que non, c'est pas vrai, ou inversement. Et le mot complotiste est aussi utilisé comme un outil pour, en gros, dire que tel, ça tourne autour des fake news et tout le bordel, hein, et ce jeu autour de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux depuis un moment. Donc ça utilisé en fait pour décrédibiliser d'autres personnes. Alors, ce que je pense de ça, c'est que des complots, il y en a. Ça, c'est, enfin, je veux dire, c'est évident. Euh, Par contre, savoir si tel complot est vrai ou pas, est avéré ou pas, c'est pas, on s'en fout en fait. Enfin, c'est surtout qu'on peut pas savoir. Euh, on peut pas savoir. Je veux dire, c'est juste des histoires racontées de bouche en oreille. Enfin, à qui se fier? Je veux dire, le niveau de certitude est extrêmement bas dans la plupart des cas, et c'est pas ça qui est intéressant. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui se passe derrière. C'est ouais, c'est ça qui me rend dingue, c'est que en fait c'est une tous ces complots, toutes ces histoires-là, c'est des putains de distractions, quoi. Je veux dire, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir si les hommes ont marché sur la Lune ou pas? Enfin, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est les milliards de personnes qui étaient derrière leur télé, que ça a ému aux larmes. Ce qui est important, c'est toute enfin, l'énergie déployée pour l'entreprise colossale et le développement des technologies et de la recherche et tout ça qu'il y a eu autour de ça. Euh, et comment dire, l'impact que ça a eu sur toutes les personnes qui ont vu ça, ça c'est des choses intéressantes. Et ça c'est des choses qui peuvent être étudiées, analysées. Et c'est des sujets de conversation intéressants et qui, et qui, enfin, oui, c'est des considérations intéressantes, mais putain, est-ce que c'est vrai ou pas, quoi? Enfin, on n'en sait rien. Voilà, autant s'arrêter à ça, je veux dire. Et là où je trouve ça malheureux, c'est que je parle de distraction parce qu'en fait, il y a des complots. Donc un complot, c'est quoi? C'est un ensemble de personnes puissantes qui complotent contre eux. Si c'est au point de vue d'un pays, c'est complotent contre leurs citoyens, enfin complotisent. Enfin, je veux dire, c'est toujours des personnes dans des positions de pouvoir qui utilisent leur pouvoir à leur propre bénéfice et au détriment de personnes qui n'ont pas ce pouvoir. Et putain, rien que ça, c'est vachement plus intéressant que de savoir si un truc est vrai ou pas. Euh, Pourquoi il y a des gens qui se retrouvent dans des situations où il peut y avoir des complots? Ça, c'est important. Ça, c'est une question à se poser. C'est, enfin, je veux dire, il n'y aurait pas de complot s'il n'y avait pas de personnes en situation de pouvoir pareil. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Enfin, et ça, c'est une question qui serait que j'aimerais bien voir enfin ceux qui enfin, les personnes qui s'intéressent à ces questions-là, quoi, ces questions de complot ou quoi, c'est pourquoi on laisse des gens
pourquoi on donne collectivement tout ce pouvoir à juste quelques cinglés, quoi. C'est ça la racine du problème. Et c'est pas un problème politique ou quoi. Non, non, c'est un problème individuel et collectif. C'est-à-dire que il suffit d'être suffisamment nombreux à dire non, non, on veut plus qu'il y ait des gens qui aient tout ce pouvoir et qui puissent autant provoquer de mal, enfin avoir oui, un impact aussi terrible sur autant de personnes. C'est juste, il faut juste être assez nombreux à dire stop et ça finit, hein. Je veux dire, c'est pas, y a rien de plus compliqué quoi. Alors arrête, il faudrait peut-être que des gens arrêtent de se prendre la tête sur des, ou si tiens le sexe de la meuf à Macron quoi. Putain, la Brigitte Macron. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles quoi. Vraiment, enfin. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, ouais, c'est le cas de le dire. Enfin bref. Donc j'ai encore un peu digressé donc sur tout ce qui est complot, juste pour dire voilà, complot il y en a. Alors, autre complot qui existe et enfin donc oui, il y a le fait que des complots soient possibles, ça c'est un sujet intéressant, et il y a les vrais complots à- en plein jour comme bah, la création monétaire. Ça, on n'en parle pas. Mais je veux dire, ou l'économie néolibérale ou des choses comme ça qui sont juste des outils de manipulation et d'exploitation à l'échelle internationale qui détruisent les gens, qui détruisent les sols, détruisent la nature, détruisent absolument tout au profit de quelques connards, quoi. Je veux dire, et ça, c'est pas un complot, ça. Des gens qui sont puissants et qui œuvrent à leur propre bénéfice au détriment d'une majorité de gens. Bah, si, et ils sont en plein jour. Alors, sous le couvert que c'est de l'économie. Alors, l'économie néolibérale, c'est surtout pas, comment dire, c'est de la science dure, hein. L'économie, c'est quelque chose qui peut pas être différemment. C'est des règles, machin. Non, l'économie, c'est la politique. C'est euh, L'économie, c'est quelque chose de très simple. Il y a des ressources, des, euh, du temps, des capacités de personnes, et il y a des idées, des volontés, des envies de réaliser des projets. Et c'est comment on utilise les ressources avec les capacités de personnes pour réaliser les idées d'autres personnes. C'est ça, hein, l'économie. Euh, euh, au sens le plus simple du terme. Et ils ont rajouté tout un tas de couches pas de complexité, hein, parce que c'est compliqué leur truc, c'est pas complexe. Euh, Tout un tas de couches pour justifier le fait que bah, nous, alors je parle de ceux qui en fait sont de la classe de ceux qui possèdent des capitalistes, hein. Toute cette magouille, toute cette construction, ça sert uniquement à justifier le fait que une minorité peut continuer à s'enrichir au détriment d'une minorité. Et si ça, c'est pas un complot, bah ouais, je sais pas. Et c'est le seul qui mérite un peu qu'on s'y attarde. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est extrêmement documenté. Alors ça, vous pouvez trouver des études sur les méfaits du capitalisme et sur les corps, les esprits, la nature et tout ce que vous voulez. Vous pouvez en trouver à foison. Alors trouvez le même genre d'études qui expliquent en quoi le capitalisme est bon pour tout le monde. Là, ça va être un peu plus compliqué, hein. Donc des infos, il y en a. C'est juste que c'est compliqué, c'est chiant à crever. La finance, tout ça, enfin c'est à se tirer une balle. Mais c'est juste en fait des jeux d'argent qui sont des jeux d'argent qui jouent avec la vie des gens, avec la nature. Mais c'est ça, hein. C'est encore des rois attelés qui jouent avec la vie des gens. Et bref, belle digression. On va retourner à nos moutons. Donc on en était, oui, à la pensée critique à la base. Euh, Pensée critique, pensée convergente, divergente. Et donc oui, il y a encore une autre chose. Donc on a vu un peu où est tout le côté estimer plutôt que d'affirmer. Il y a autre chose d'assez important.
je pense, c'est tout le côté, le côté individu, enfin le côté de son de son propre point de vue. Alors, c'est être, en fait, c'est être conscient de ses propres biais, de ses propres euh, limites. Alors ces limites, elles sont multiples, hein, elles sont cognitives. On n'a pas tous la même capacité à se concentrer sur des choses abstraites ou complexes. Euh, on n'a pas tous les mêmes outils de raisonnement, parce que les outils logiques, comprendre un discours, de la rhétorique, toutes ces choses-là, ça demande un investissement en temps, ça demande beaucoup d'énergie déployée à comprendre ces choses-là. Donc on n'est pas tous égaux face à ça. Euh, et donc il y a quelque chose qui s'appelle les biais cognitifs, il y en a, il y en a plein de listes différentes, hein, mais il y en a plus d'une cinquantaine, et donc ça, on y est tous. Tout le monde a des biais cognitifs. Et ça, tant qu'on n'en est pas conscient, on peut pas le deviner. Et même une fois qu'on en est conscient, ça demande beaucoup de temps et beaucoup d'attention pour détecter dans son discours, dans ses pensées, qu'on a des biais. Et s'en débarrasser, ça demande aussi beaucoup de temps et d'énergie. Donc beaucoup d'introspection, beaucoup de temps et d'attention. Et donc ça, c'est tout le monde ne met pas autant d'énergie à ces considérations-là. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à y passer du temps parce que ça vaut le coup. On y gagne quand même pas mal en lucidité. Et donc, euh, et donc, oui, il y a la question de son point de vue parce que notre point de vue n'est pas fiable. Alors, il y a tout un tas de discussions philosophiques à ce sujet-là. C'est comment construire, comment se construit notre réalité, quel est, pour faire les choses simples, c'est euh, alors, alors là très clairement, je risque de perdre quelques-uns d'entre vous, mais c'est pas grave. Alors, une chose importante, pour ceux qui ont suivi jusque-là, si vous comprenez pas un truc, c'est vraiment pas important. Au pire, vous y retournez plus tard ou quoi. Euh, mais ne pas comprendre quelque chose, ce n'est pas grave. L'entendre, c'est important. Parce que il y a beaucoup de choses qui prennent sens quand on l'entend plusieurs fois ou en fait il nous manque juste une brique, il nous manque quelques briques et un jour on tombe sur les briques qui nous manquent et tac, les choses se connectent donc très franchement, le meilleur moyen de comprendre des choses, c'est de s'immerger dans ce qu'on ne comprend pas. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a un déclic et on comprend des trucs, et tac, on peut tirer le fil et tout détricoter et petit à petit construire du sens sur des choses. Mais ça te prend du temps et il y a un moment, il faut accepter juste de ne pas comprendre. De ne pas comprendre, mais de laisser les choses, de les écouter, d'être attentif et d'accepter que, bah ouais, il parle chinois, ce serait pareil, mais au bout d'un moment, ça prend sens. Donc bref, euh, donc la manière d'appréhender la réalité. Donc je dirais qu'il y a un peu deux manières de voir les choses. C'est la manière un peu absolutiste et la manière relativiste. Euh, Absolutiste, ça rejoint ce qu'on disait plus tôt, c'est sur le fait qu'il y a besoin de réalité, il y a besoin de certitude. Et, euh, euh, des- et on peut avoir le côté plus relativiste où là, on va plutôt chercher à avoir des estimations et on accepte l'incertitude. Oui, alors il y a cette question du point de vue qui est essentielle. Euh, Notre point de vue, donc c'est toujours euh, et ce point de vue-là, faut essayer de le décomposer. Euh, nous ne sommes pas nos pensées. En fait, nous sommes, enfin, la question de net, putain, alors là, je me perds encore dans une autre considération.
C'est que une manière de visualiser les choses, c'est qu'en fait, on est à un point de notre tête ou au-dessus de notre tête ou où on veut, et qu'on peut en fait observer nos pensées. Nous ne sommes pas nos pensées, mais par contre, nous pouvons observer nos pensées. Nous pouvons aussi interagir avec nos pensées. Nous pouvons choisir de telle ou telle pensée, j'ai envie de l'avoir ou pas, telle ou telle pensée est, est positive ou négative, euh, telle ou telle pensée euh, dans telle situation, ouais, elle m'aide pas trop, mais en tout cas, on peut être observateur de ses pensées. Et je pense que c'est une des choses les plus importantes à développer si on veut avoir une pensée critique, c'est savoir observer ses propres pensées. Et dans observer ses pensées, c'est en fait savoir que de toute façon on ne peut pas être neutre, on ne peut pas être euh, décorrélé de sa culture, de son système de croyance, de son. euh, on a toujours un. On a forcément des billets, on a forcément. Ouais, on peut pas. L'objectivité, ça, c'est un peu une lubie, quoi. C'est pas. C'est- Et, et en fait, comprendre, observer, apprécier, comprendre son fonctionnement interne, ça permet en fait de pas de chercher à viser une objectivité, mais ça permet en fait de comprendre en quoi nos pensées nos pensées en fait altèrent notre perception de la réalité, altèrent notre jugement des choses, notre appréciation, notre estimation des choses. Et donc d'être plus lucide par rapport à soi, par rapport à notre environnement, par rapport aux autres. euh, et ça donne des axes d'amélioration, des axes de remise en question, des axes de en fait, il s'agit presque de pensée critique, mais de pensée critique de sa propre pensée, en fait. Ouais, en fait, c'est juste ça. C'est penser sa pensée critique et, et avoir une pensée critique au sujet de sa propre pensée. Ouais, c'est tordu, hein, mais c'est extrêmement important. C'est extrêmement important euh, pour avoir un tout petit peu de lucidité, quoi. Euh, et donc, euh, Et donc, pour comprendre sa pensée, il faut savoir qu'il y a plein de couches différentes. Il y a notre éducation, notre environnement quand on était gamin, il y a la société dans laquelle on a grandi, qui interagissent avec nous, qui crée en fait des habitudes de pensée, qui crée des attentes. Comment dire euh, euh, un exemple tout bête, c'est en fait on a tous des personas différentes qu'on qu'on va afficher en fonction des situations et des personnes avec qui on est. On a une persona quand on est en famille, on a une persona quand on est avec certains amis, avec d'autres peut-être une autre, on a une persona quand on va au boulot. Et donc tout ça en fait c'est répondre aux attentes des autres. Euh, donc c'est quelque chose qu'en fait tout le monde fait de manière tout à fait inconsciente. Euh, je pense que vous-même, enfin, chacun a pu observer, avoir des comportements et voire même des façons de penser différentes selon les contextes dans lesquels ils peuvent se trouver. Euh, et, euh, et donc c'est quelque chose de, d'automatique, d'inconscient. Et comme beaucoup de choses, le porter à sa conscience, le porter à son attention, euh, ça permet d'avoir une meilleure compréhension de soi et aussi, euh, et aussi de se poser la question, en fait, tout simplement, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que cette persona, est-ce que je l'aime, cette persona? Est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est proche de ce qu'il y a au fond de moi, de ce qui
rugit en moi, mais qui ne peut pas sortir, mais qui ne peut, mais qui ne peut pas sortir, qui ne peut pas vraiment exister. Est-ce que ou est-ce que c'est quelque chose que ou est-ce que je réponds aux attentes de l'autre? Euh, euh, et donc se poser cette question-là, c'est intéressant. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, hein, et ce genre de question qui est intéressante aussi à se poser avec un accompagnement avec des psychologues avec un psychologue ou un psychiatre par exemple. Euh, Parce que il est très difficile de se regarder en fait, de se voir, de prendre du recul par rapport à ses propres pensées et les décortiquer. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans ce genre d'attitude, qui est un genre d'esprit critique en fait, oui, euh, c'est euh, c'est qu'en fait, si on veut arriver à comprendre comment fonctionnent ses pensées, d'où elles viennent, quelles sont les habitudes qu'on a dans nos pensées qui sont... et surtout les choisir, et se poser la question, est-ce que ces pensées-là me sont vraiment utiles? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles me font grandir en tant que personne, m'améliorer en tant que personne ou pas? Quand on se pose ces questions-là, on se pose des questions sur notre environnement. On se pose des questions sur l'éducation qu'on a eue, on se pose des questions sur bah, le système en général. Est-ce que la manière... et on se pose en fait, on se pose des questions sur tout type d'interaction qu'on peut avoir avec l'environnement, par exemple, sur tout ce qui est les habitudes d'utilisation du smartphone et des réseaux sociaux et les machins comme ça. Euh, c'est des trucs qui nous sont tombés sur le coin de la tronche et tout le monde et en fait tout le monde a suivi un peu enfin une grande majorité de personnes a un peu suivi le truc sans jamais trop se poser la question. Oui, mais est-ce que j'ai envie d'interagir avec l'autre de cette manière? Avec le chat par exemple, est-ce que WhatsApp, les machins comme ça, est-ce que j'ai envie de recevoir des messages synchrones n'importe quand, des notifications, des trucs, euh, ou est-ce que je préfère avoir une communication asynchrone par mail, euh, voire par courrier, hein, c'est un peu, là c'est un peu vieux. Enfin, disons que ça laisse le temps, quoi. Euh, En fait, se poser ces questions-là, ça permet d'aller au-delà de l'apparence, au-delà de l'habitude, au-delà des mots, parce que c'est ça qui est essentiel aussi à la pensée, à l'esprit critique, c'est d'aller au-delà de ce qui est visible, au-delà de ce qui paraît plausible, semblable, enfin pas semblable, au-delà de... C'est pas le mur, c'est ce qu'il y a derrière le mur, c'est ce qui fait que le mur tient debout. Euh, c'est ce qu'il y a en dessous du mur et qui fait que le mur ne se casse pas la gueule. Euh, le, et ça, en fait, si on ne se connaît pas soi, on ne peut pas comprendre le monde. Si on ne connaît pas comment fonctionne notre pensée, qui est, euh, comment elle a été forgée en fait bah, toute cette par tout ce bagage linguistique, tout ce bagage culturel qui nous vient de milliers de millions d'années. Euh, comment comment tout ce bagage s'agrège en nous pour créer notre personnalité, notre individualité. Et, euh, et en fait, savoir choisir, savoir faire le tri dans, dans ce qui est dans ce qui fait notre personne. Et, euh, et je pense que ça va de pair avec le, 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 le,
avec la pensée critique qui est plus axée vers l'extérieur. C'est parce que le monde nous fait tout comme nous faisons le monde. Alors ça, bien sûr, c'est c'est pas la philosophie actuelle où le monde est tel qu'il est et tais-toi et va casser tes cailloux dans ta mine. Mais en réalité, la réalité, c'est ça, c'est que le monde nous fait tout comme nous le faisons. Et, nous voyons le monde tout comme nous nous voyons. Et plus nous cherchons à être, et plus nous affinons euh, notre perception, notre, notre acuité. Euh, donc, c'est une image, hein, bien sûr, là on est dans le domaine sémantique, dans le domaine de la signification, mais plus on est attentif à la signification des choses, tant en nous que à l'extérieur, plus on est lucide, plus on peut voir le monde avec clairvoyance, avec acuité. Et, euh, et en fait, plutôt que de subir des choses sans savoir ce que c'est, bah après on peut dans un premier temps les subir en sachant ce que c'est et en fait déjà là c'est un peu moins douloureux. C'est et dans un second temps, si on est assez, on pourra peut-être on pourra peut-être un jour décider de mettre fin à tout ce merdier. Mais et voilà, donc je pensais que c'était important de revenir sur ces notions de pensée critique, distinction entre pensée, donc les outils à acquérir et l'attitude à adopter. Et donc voilà, voilà, c'était. Je vais peut-être arrêter là laisser là le mot de la fin. J'essaierai peut-être encore ce genre de format. À voir.